Vous écoutez DKFM, les informations. À l'écoute des programmes de la DKFM, il est 13h à Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le tout premier journal des étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. À présent, les titres. Les instances de régulation des médias des pays de l'AIS et de la Guinée-Conakry en conclave à Bamako. Objectif de la rencontre, réfléchir sur les techniques de régulation et d'autorégulation. Plus de précisions au cours de cette édition. Au Mali, les oiseaux granivores font leur apparition et engendrent de graves conséquences sur les cultures. Vous entendrez la réaction d'un cultivateur dans ce journal. Et enfin, un constat, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer volontairement dans la réglementation de la circulation dans leur quartier. À la rencontre de ces braves citoyens, c'est tout de suite. Voilà pour les titres auditrices et auditeurs. Installez-vous confortablement pour le développement. Je suis Habila Kone à la présentation. La mise en ordre est assurée par Idrissa Kanté. La deuxième édition du forum quadripartite des régulateurs des médias des pays de l'AIS et de la Guinée s'est tenue les 2 et 3 décembre 2024 à Bamako. Organisée par la haute autorité de la communication du Mali, cette rencontre constitue un espace propice aux réflexions sur les questions de régulation des médias des pays concernés. Abouakar Warma était sur place, écoutons son compte rendu. La régulation des médias en temps de crise, tel est le thème retenu pour cette deuxième édition du Forum quadripartite de régulateurs des médias des pays de l'AIS et de la Guinée, tenu les 2 et 3 décembre 2024 à Bamako. Initié en 2023, ce forum constitue une opportunité pour ces pays qui partagent une même situation politique, sécuritaire et médiatique d'échanger sur les enjeux de la régulation des médias en période de crise. Gaussou Koulibaly, président de la haute autorité de la communication du Mali. C'est une sorte d'échange d'expérience pays pour voir chacun à son niveau en fonction de son contexte comment est-ce que la régulation des médias est déployée. Alors qu'est-ce que les uns et les autres peuvent tirer des expériences des autres. Et je peux vous dire à ce stade franchement que les interventions pays ont été très très riches et on a vu à l'écoute des uns et des autres qu'on a matière à emprunter l'un de l'autre. Et donc c'est autant de situations positives dont on peut s'inspirer pour essayer d'améliorer la régulation à notre niveau. L'objectif étant que la régulation se fasse en tous les cas en respectant la liberté de presse, mais également en ayant en tête la stabilité de nos États, d'où l'appel à la responsabilité des acteurs des médias. Cette rencontre s'est déroulée dans un contexte marqué par une crise sécuritaire dans les pays de l'AIS et alors que le climat politique et médiatique est particulièrement tendu. La tension est palpable entre l'exécutif et certaines presses. Face à cette situation, M. Yermale Frédéric Somé, directeur général de la communication et des médias de Burkina Faso, appelle les médias à un traitement responsable et mesuré des informations. Depuis un certain temps, le constat a été fait avec ces crises que nous connaissons au niveau des 3 pays de l'AES, et je dirais même un peu plus au niveau de la sous-région, qu'il est nécessaire de regarder davantage nos productions journalistiques, donc de faire de la régulation. On a l'impression que nous sommes dans une période difficile, mais pour certains, il faut écrire comme si on était dans une période normale. Alors que la vie du pays en dépend. Donc du coup, il faut recadrer, reparamétrer les choses pour que tout le monde puisse faire son travail. Permettre aux journalistes de pouvoir exercer librement leur travail et permettre aussi aux régulateurs de pouvoir assurer cette jonction entre le journaliste qui écrit librement et qui maintient toujours la population ou du moins les instances étatiques. Les sessions ont été marquées par des panels animés par des journalistes chevronnés à l'attention des participants sur le respect de l'éthique et de la déontologie dans la collecte et le traitement de l'information en période de crise et sur les défis de la régulation des médias pour les autorités en temps de crise. À l'issue de ces 2 jours d'échange, les recommandations ont été formulées en vue d'assainir le paysage médiatique des États membres. Sur un tout autre plan, la période hivernale est un moment propice aux actions dévastatrices de certains oiseaux granivores. Ces petits bipèdes représentent un vrai cauchemar pour les agriculteurs au Mali. Ceux qui sont les plus fréquents dans nos zones agricoles sont les manche-milles et les moineaux dorés et ils font bien assez de dégâts pour leur taille. Soumaïla Samaïga nous donne plus de précisions sur les sujets.
Le mange-mille et le moineau doré sont les principaux oiseaux granivores que l'on retrouve dans les zones de production au Mali. Ces oiseaux à bec rouge s'attaquent aux cultures céréalières, entre autres le mil, le riz et le sorgho. Leur déferlement sur une parcelle de céréales peut engendrer une perte de production de 100% seulement en quelques heures, selon un article du site internet MaliWeb. Ces usurpateurs de graines coupent le sommeil aux campagnards cultivateurs. Ils ne commettent pas seulement des dégâts sur les cultures sur pied en phase de maturité, mais peuvent également prélever les graines enterrées, obligeant ainsi les paysans à la remise. Face à cette menace, ces paysans sont contraints d'anticiper sur la période de la récolte pour limiter les dégâts. Il est à constater aussi que les enfants de ces localités sont chargés d'effrayer ces oiseaux dans le même objectif. À noter que depuis des décennies, la destruction des récoltes par ces oiseaux granivores est récurrente dans plusieurs localités du pays. Et le pire est qu'il n'existe pas à ce jour un moyen efficace pour lutter contre ces oiseaux selon un autre article du site MaliWeb. À présent, écoutons la réaction de Soumaïla Yarou, cultivateur dans les cercles de Bankas, une zone particulièrement affectée par les oiseaux granivores. Il est au micro de Soumaïla Isamaïga. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, ces oiseaux-là viennent ravager nos champs chaque année. Ils arrivent dans nos champs en suivant la rivière Soro et ils nous causent beaucoup de dégâts. Ils se versent dans nos champs juste avant la récolte. C'est pour cela qu'on anticipe sur la période de la récolte et cela nous cause une grande perte. Ces oiseaux granivores mangent toutes sortes de céréales, maïs, riz, arachide. Notre seule stratégie contre eux est d'envoyer les enfants, les effrayer pour qu'ils quittent nos parcelles agricoles. D'un sujet à un autre, une circulation bien organisée est essentielle pour prévenir les cas d'accidents, garantissant ainsi la sécurité des usagers. C'est dans cette optique qu'ils sont de plus en plus nombreux les individus à se lancer de façon volontaire à la réglementation de la circulation dans leur quartier ou pour faciliter aux enfants la traversée des routes. À la rencontre de ces rares zéros, c'est avec Kumba Boré. Eh oui, les bénévoles sur les routes et aux abords des trottoirs de Bamako jouent des rôles importants. La sécurité routière reste primordiale pour eux. Au grand marché de Bamako vers l'immeuble Nimaka, la circulation est dense. Les usagers essaient de se créer du chemin. Nous rencontrons Aruna Diakité, guinéen, un jeune en t-shirt rouge qui tente de libérer de façon volontaire. Il a 13 ans d'expérience dans cette activité d'intérêt collectif. Je pratique cette profession par dévotion envers Dieu, sans attendre des rémunérations, car c'est un choix délibéré. Je le fais par patriotisme, car si nous ne prenons pas cette initiative, personne d'autre ne le fera à notre place. Adama Sissoko, un autre bénévole, apporte une assistance dans la circulation, toujours dans le secteur du grand marché. Son objectif est d'améliorer la fluidité de la sécurité. Nous disposons de des agents dédiés à assurer la sécurité routière. Lorsque des usagers circulent en désordre, nous intervenons en leur demandant de se ranger pour permettre à chacun de passer en toute quiétude. Bon, les gens qui nous aident à passer là, ils nous donnent un grand soulagement. C'est des personnes à aider. Moi, personnellement, ces personnes-là, je les aide des fois en lui donnant des jetons comme ça pour les encourager, quoi. L'engagement de ces jeunes est salutaire, selon le directeur général du Palais des Pionniers. Sina Dambélé estime que ces bénévoles doivent être formés pour mieux exercer les actions citoyennes. Quand les jeunes regardent leur environnement se dégrader sans agir, quand les jeunes ne participent plus à la vie communautaire, nous disons qu'il est temps que nous prenions à bras le corps les questions de citoyenneté et de civisme. C'est pourquoi nous avons déjà formé une première cohorte de 200 jeunes venant de toutes les régions et du district de Bamako. Et ça, c'était au mois de juin passé. Actuellement, nous sommes en train de former la deuxième cohorte, également 200 jeunes venus de toutes les régions et du district de Bamako. L'objectif visé, c'est d'apprendre à ces jeunes nos valeurs traditionnelles, nos us et nos coutumes, et comment aller en avant pour être des citoyens modèles demain. 400 jeunes, c'est peu par rapport aux 8 millions de jeunes que le Mali compte, mais nous disons que mieux vaut commencer. Les bénévoles restent des citoyens modèles qui participent à la fluidité de la circulation, surtout des endroits où les forces de sécurité sont absentes.
La mendicité est une vieille pratique dans notre pays et de nos jours, elle prend de nouvelles formes. En effet, on constate des mendiants assez jeunes sur les artères publiques en train de tendre des bouts de papier aux passants ou même d'essuyer les pare-brises des véhicules. Des actes qui ne sont pourtant pas sans danger pour ces enfants. Que pensent donc les citoyens de ces gestes? Écoutons ces avis recueillis par notre reporter Abdoulaye Souleymane Togo. La mendicité est une pratique ancienne au Mali. Auparavant, dans la circulation de Bamako, on apercevait fréquemment des talibés ou des jumeaux accompagnés de leurs parents, généralement les mamans qui mendiaient. Mais de nos jours, elle a pris une nouvelle tournure comme tendre les bouts de papier aux passagers, essuyer les motos et voitures des usagers pour gagner plus. Abdoulaye Haïdra est vulcanisateur au bord de la route, assiste à ces pratiques qu'il trouve inadaptées. La mendicité des enfants n'est pas une bonne chose. Au contraire, il faut les inscrire à l'école ou leur apprendre un métier. Cela est une nouvelle pratique. Ce que je sais, ils demandent de l'aide aux usagers au bord du goudron, mais tout ceci n'est pas bon. Pour certains, cette pratique est non seulement très dangereuse pour l'avenir des enfants, mais aussi pour le devenir du pays. Ils préconisent des mesures pour freiner la pratique. Daouda Diallo, vendeur de cacao. Il y a certains qui te tendent des morceaux de papier et d'autres qui se couchent sur les usagers, comme si c'est forcé de leur venir en aide. Un enfant qui est élevé ainsi, les jours où il n'aura pas quelque chose, il peut faire des dégâts. J'ai vu un enfant insulter un usager juste parce qu'il a refusé de prendre son papier. Mendier, c'est vrai, mais ces nouvelles pratiques, il faut une solution rapide. Certaines personnes interprètent ces gestes des enfants comme une bonne intention ou un jeu d'enfant, et non comme une recommandation de leur mère. Fatoumata Koïta, mère des jumeaux. Non, nous n'avons pas demandé du papier à ces enfants. Ils le font eux-mêmes. Mais je sais que leur intention est qu'Allah remplace le papier qu'ils donnent par de l'argent ou par de la bénédiction. Ceux qui connaissent le sens demandent même aux enfants de leur donner des papiers. Cette pratique est une forme qui est en grande partie liée à la situation sécuritaire du pays. Yacouba Dogoni, sociologue. Écoutons. Si c'est une nouvelle forme, je dirais que c'est une nouvelle forme qui est liée par exemple à l'arrivée de beaucoup de déplacés à Bamako. Les gens se retrouvent dans des camps de déplacés, mais en réalité, lorsqu'on regarde les conditions de vie dans ces camps-là, on se rend compte que les ressources ne sont pas suffisantes pour pouvoir couvrir tous les besoins nécessaires de la famille. Et du coup, donc, les gens cherchent maintenant une nouvelle forme de traduction de la mendicité, par exemple en essayant de distribuer par exemple des papiers ou bien en se transformant en des sourmiers. Donc quand on voit ces genres de choses, je pense que ça c'est une forme de mendicité, mais qui a aussi existé depuis très longtemps. C'est pourquoi il faut parler aussi du temps. Moi je veux dire rétorquer, sinon en réalité c'est pas en réalité de la mendicité, c'est plutôt une façon vraiment d'escroquer les gens dans la circulation. Et je pense que c'est des pratiques peut-être qu'il faut revoir au fur et à mesure. Pour le sociologue Yacouba Dogoni, la mendicité n'est pas sans conséquences pour l'avenir des enfants. Sur ce, il appelle les autorités à trouver des solutions afin d'éradiquer ces fléaux. Quel est l'avenir de ces enfants-là? C'est des futurs escrocs, c'est des futurs bandits, c'est des futurs délinquants, c'est des futurs terroristes. Donc moi je pense qu'il faut prendre vraiment des mesures nécessaires pour pouvoir obliger ses parents à rentrer en famille avec les enfants, les envoyer dans des établissements scolaires pour que ces enfants puissent bénéficier d'une partie de leurs droits. Demander aux organisations humanitaires qui défendent les droits des enfants. Le Bureau international du travail est là. Il y a aussi l'État qui a signé des conventions pour lutter contre le travail des enfants. Alors, ces conventions doivent être respectées, c'est des recommandations. Trouver des solutions adaptées maintenant pour pouvoir lutter contre la mendicité des enfants. Ça, c'est vraiment une première recommandation. Deuxième recommandation, c'est à l'honneur de l'État. L'État doit prendre toutes ses responsabilités nécessaires pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Vous l'aurez compris, la mendicité a un impact négatif dans le développement d'un pays qui veut de ses enfants actifs. Au Mali, la réutilisation des anciennes bouteilles de boissons est une pratique courante. Les vendeuses de jus fait maison font usage de ces flacons pour y mettre leur préparation. Alors que certains d'entre elles rassurent de la propriété de ces bouteilles, quelques citoyens font tout de même preuve de réserve pour des questions d'hygiène. Le point dans ces reportages de Djeneba Diallo. Les vendeuses de jus naturels se procurent différemment des burettes dans lesquelles elles conservent les jus. Elles assurent que ces bouteilles en plastique qu'elles utilisent sont bien lavées avant l'utilisation. Pour en savoir plus, nous avons approché ces deux dames qui vendent du giniméré, soit du jus en français. La maison de la presse est juste à côté de nous. Quand les gens viennent pour des événements, nous rassemblons des bouteilles d'eau. Je mets l'eau de javel et du savon en poudre pour les laver. Ensuite, je mets mes jus dedans.
Je suis cuisinière. Lors des mariages, je demande aux enfants de rassembler les bouteilles de boissons pour moi. Et quand ça finit, j'attends un autre mariage. Une assurance qui semble ne pas convaincre tout le monde. En effet, malgré le fait que ces bouteilles soient bien lavées, au dire des vendeuses, certains potentiels clients font tout de même preuve de réserve. C'est là pour plusieurs raisons, avance-t-il. Je n'achète plus les jus naturels qu'on met dans les bouteilles utilisées parce que je vois les enfants se procurer de ces flacons. Sous les ponts, sur les déchets, ils viennent vendre ça aux vendeuses de jus qui, elles aussi, les mettent dans de l'eau pour les rincer. Oui, j'achète les jus naturels en bouteille, mais la personne avec qui j'achète est propre. Ces bouteilles sont bien lavées. Bien que la réutilisation des bouteilles de boissons peut contribuer à la réduction des déchets dans la ville, néanmoins, il convient de distinguer les lieux d'approvisionnement, car la santé reste avant tout ce qu'il y a de plus précieux. À présent, la page internationale. Il nous a rejoint dans ces studios pour faire les récits de l'actualité internationale. Bonjour, Abouakar Warma. Bonjour, Abila. Alors, qu'est-ce qui fait la une internationale? Eh bien, Abila, comme actualité internationale, nous avons les événements tragiques survenus à Djérékoré, en Guinée, en fin de semaine. 56 personnes ont perdu la vue lors de la finale du trophée général Mamadi Doumbia dans le stade du 3 avril de Djérékoré. La finale du tournoi de la refondation dotée du trophée du président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbia, qui a opposé l'équipe de Djérékoré à celle de l'Abbé, a viré au drame dimanche 1er décembre 2024 dans cette localité de la Guinée forestière. En plein match, les décisions arbitrales ont déclenché une vive tension parmi les supporters, provoquant une bousculade massive. Dans un chaos total, les forces de l'ordre ont dû recourir au gaz lacrymogène. Des milliers de spectateurs qui se trouvaient au stade ont été pris de panique et de peur, aggravant les bousculades entraînant des morts et plusieurs blessés. Au Sénégal, Malick Ndiaye, 41 ans, prend les rênes de l'Assemblée nationale sénégalaise. Avec 130 députés sur 165, le Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, du Premier ministre Ousmane Sonko, conserve la présidence de l'Assemblée nationale du Sénégal par l'entremise de Malick Ndiaye, qui était ministre des Infrastructures et des Transports. Il a été élu lundi dernier contre son adversaire Agib Dafé du même mouvement politique. Installé désormais au perchoir, Malick Ndiaye se trouve face à des défis de taille alors que le PASTEF continue de dominer la scène politique sénégalaise. Et en dehors du continent? En dehors du continent, aux États-Unis, le président sortant Joe Biden a gracié son fils Hunter Biden qui avait été reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Pourtant, en septembre dernier, le président et son attaché de presse avaient déclaré qu'il n'allait pas émettre de décret graciant son fils en soulignant dans un communiqué qu'il n'interférait pas dans les affaires du ministère de la Justice. En juin, un jury a reconnu Hunter Biden coupable d'achat illégal d'armes et en septembre, le fils du président américain a plaidé coupable d'évasion fiscale. Expliquant sa décision, le président américain sortant a déclaré que son fils avait été ciblé pour des raisons politiques. De son côté, le président élu Donald Trump a critiqué cette décision de son adversaire en la qualifiant d'abus de pouvoir et de violation de la justice. L'actualité sportive, c'est tout de suite. Le sport. Moussa Diarra est avec moi dans ce studio pour la page sport. Bonjour Moussa. Bonjour Abila. Alors, les matchs de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 Orange, c'était le week-end dernier. Effectivement, Abila, ces matchs ont eu lieu samedi et dimanche au stade Mamadou Konaté et au stade Salifou Keita de Kati. Les matchs du samedi ont opposé les 11 créateurs de Nyarela à l'AS Police, score final 0 but partout. Un peu plus tard, le face a été tenu en échec par l'Africa Football Elite par le même score nul et vierge. Dimanche 1er décembre, l'US Bokuba a dominé l'ESCO par le score de 3 buts à 2. L'AS Bagari Djandi Baraouli a battu l'US Bougouni par le score de 2 buts à 1. Puis 2 buts partout entre le FC Diarra et Bingan FC. Le dernier match a opposé hier le Djoliba Athletic Club à l'Étoile du Mandé au stade Mamadou Konaté. Après les revers 4-0 face à l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions la semaine dernière, les Rouges ont battu l'Étoile du Mandé par le score de 2 buts à 1. Le match opposant le stade Malin de Bamako à l'AS Iral est reporté à une date ultérieure.
Mamadou Fofana Nojo s'engage avec les New England Revolution en MLS. C'est désormais officiel, le défenseur central international malien de 26 ans a signé un contrat de 3 ans avec les New England Revolution, franchise de la Major League Soccer MLS. Ce transfert d'un montant estimé à près de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA, sera effectif dès le mois prochain. Sous contrat avec Amiens, il quittera le club français dans quelques semaines pour rejoindre les États-Unis. Depuis son arrivée en 2019, il a disputé 142 matchs sous le maillot Picard, s'imposant comme un élément clé de la défense grâce à sa régularité. Le New England Revolution, basé à Boston, voit en lui un renfort défensif de qualité pour les prochaines saisons. Ce challenge permettra aux défenseurs maliens de se mesurer à un football différent. Et enfin, un nouveau rebondissement secoue les CHAN 2025. Après l'Algérie, l'Égypte, la Libye et l'Afrique du Sud, la Tunisie boycotte également leur participation au championnat d'Afrique des Nations à cause d'un calendrier chargé de leur championnat. La commission de gestion de la Fédération tunisienne de football a décidé ce jeudi de ne pas engager l'équipe nationale tunisienne à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette décision a été prise par la commission de gestion à l'issue d'une réunion avec les représentants des clubs de Ligue 1 tunisienne où la majorité a voté en faveur du retrait. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal présenté par Abila Kone. Idrissa Kanté était à la mise en onde. Amadou Sazo Kamara a assuré la coordination. Bon après-midi, à la semaine prochaine. C'était les informations sur DKFM.